Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut Isilda, bienvenue sur mon podcast. Salut Nadine, merci pour l'accueil. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, je vais bien. Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Moi aussi, ravie d'être là. Super. Comme tu le sais, ça faisait longtemps que je parlais de ce podcast, que j'avais bien envie effectivement de lancer les choses. Et là, j'ai envie de dire c'est fait. On est au 2e épisode et j'ai la joie de te recevoir pour que tu puisses nous parler de ton parcours, de ton métier et aussi d'une superbe page que tu as créée, mais j'en dis pas plus. C'est toi qui nous expliqueras tout ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Izzy? Bien sûr. Alors, moi, c'est Isilda de Brito Roballo, femme capverdienne, africaine, arrivée en France à l'âge de 10 ans. J'ai un parcours scolaire, on va dire, classique, littéraire, classe prépa. Et je travaille dans la communication digitale depuis presque 10 ans maintenant. J'adore mon pays, mon petit pays, le Cap-Vert. J'adore la danse, la musique et la bouffe. Ah, la bouffe, qui n'aime pas la bouffe? Bah, tu nous diras quel plat tu adores. Mais ça marche. Tu nous dévoileras tout ça. Tu as parlé de 10 ans dans la communication, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok. Mais du coup, tu occupes quel poste aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis responsable communication digitale chez Trace. Trace, un média afro qui fait la promotion des cultures afro-urbaines à travers le monde. Tu dois connaître peut-être Trace TV. Est-ce que tu regardais Trace TV quand tu étais plus jeune? Oui, et je me battais pour mettre tout en cette chaîne. Ma mère, elle voulait pas. Elle me disait, mais non, c'est l'heure des infos. Donc ouais, je connais bien. Je travaille chez Trace et du coup, je m'occupe de l'équipe qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Voilà, c'est nous qui faisons la promotion de la marque, de nos services et des artistes qu'on rencontre. Ok, super. Et comment tu as pu accéder à ce poste? Finalement, c'est un poste que tu avais identifié depuis longtemps et tu t'es dit je veux absolument y aller là-bas, ou tu as eu un chemin bien précis qui t'a amené là-bas? Ça m'intrigue. Oui, alors du coup je vais revenir peut-être, je vais donner un peu plus de contexte pour que tu comprennes comment je suis arrivée là. Alors quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'étais plutôt dans la communication en général, donc communication classique quoi, relations presse, communication avec les journalistes. Et ensuite, j'ai vu un poste de community manager chez Deezer à l'époque, c'était il y a quelques années. Et j'ai décidé de postuler parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux, c'était déjà quelque chose. Et c'est une plateforme qui m'a toujours attirée. Parce que sur les réseaux, tout se réinvente de façon constante. Il y a toujours des nouveautés. Et j'ai adoré aussi cette proximité qu'une marque, une personne peut avoir avec une audience, une communauté. Donc, j'ai décidé de me diriger vers cette voie-là. Donc, j'ai occupé le poste de community manager chez Deezer, l'application de musique. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans la communication digitale. Ensuite, j'ai travaillé chez M6 en tant que social media manager. D'accord. Je m'occupais de la communication des programmes M6, que ce soit La France a un incroyable talent, Top Chef, Le meilleur pâtissier, tout ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment animer la communauté, créer des contenus autour de ces programmes et dire aux gens allez regarder ça à la télé quoi. Et donner le petit plus que tu ne vois pas à la télé. Les coulisses des tournages, les interviews avec les participants, faire des jeux, des quiz, vraiment créer une communauté autour de ces programmes et de ces marques. Une super expérience vraiment, j'ai pu travailler vraiment sur des programmes que j'adore. Et de là,
Chez M6, je me disais, il y a quelque chose qui me manque, quoi. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup les programmes, j'apprends énormément et j'aime l'équipe. Mais ce que j'avais chez Deezer, c'était le côté international. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que chez Deezer, j'étais à un moment International Social Media Manager. Donc, je faisais la coordination avec les différents pays, le Brésil, la France, l'Allemagne. Et j'adorais parler avec des équipes de différents pays, différentes langues et voir les problématiques locales et comment tu abordes la musique dans ces pays-là. Et donc, chez M6, je me disais, j'aimerais bien retrouver ce côté international. Oui. Et c'est là où j'ai commencé à chercher un nouveau poste au bout de 2 ans. Et j'ai listé, tu vois, qu'est-ce qui me plaît vraiment? C'est le digital, c'est sûr. Qu'est-ce qui me plaît? C'est la musique. J'écoute plus de musique que je regarde la télé. Donc, je voulais revenir dans la musique. Et qu'est-ce qui me plaît aussi? C'est l'Afrique et le côté international. Donc, vraiment, j'ai listé ça comme ça. Et j'ai commencé à chercher. Voilà, sans vraiment trouver. Et un jour, dans mon DM LinkedIn, quelqu'un m'envoie un message et me dit, voilà, en anglais, une dame sud-africaine qui me contacte et me dit bonjour. Je recherche une responsable communication digitale pour un client. C'est dans la musique, voilà, en Afrique. Donc, tous mes critères, quoi. Ça. Et j'étais là, mais waouh. J'ai eu vraiment la chair de poule en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je manifeste quelque chose, là. C'est ça. Finalement, tout ce que tu désirais et que tu avais listé, hop, tu les as retrouvés dans ce que te proposait. C'était un cabinet, c'était ça? C'est ça, c'était un cabinet de recrutement. Et du coup, je lui ai dit, bien sûr, je suis intéressée, je veux en savoir plus sur le client. Et quand elle m'a envoyé la fiche de poste et que j'ai vu Trace, j'étais là, mais c'est génial, c'est vraiment, c'est trop bien. Et du coup, j'ai postulé comme ça, j'ai eu les entretiens et c'est comme ça que je suis arrivée à ce poste. Et aujourd'hui, je pense quelque part que c'était un poste fait pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, il y a des difficultés. Mais je trouve que c'était un poste fait pour moi parce que vraiment, déjà, ça regroupe tout ce que j'avais dit. Le digital, la musique et l'Afrique. Parce que Trace, aujourd'hui, a une notoriété énorme en Afrique, francophone et anglophone. On a des bureaux en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Kenya aussi, dans la Caraïbe, au Brésil. Et moi, c'est vraiment toutes les musiques que j'écoute, quoi. Oui. Que ce soit de la musique afro, mais aussi dancehall caribéenne, la musique lusophone, parce qu'il y a Trastoka. Et je me suis sentie à la maison quand je suis arrivée. Et parce que c'est aussi une équipe multiculturelle de partout. Afro, c'est la première fois que je me retrouve dans une boîte avec une majorité d'afro-descendants, d'Africains aussi, de Noirs, disons-le, comme ça. C'est la première fois que je me retrouve dans une boîte comme ça et j'ai trouvé ça super, quoi. Finalement, ça te nourrit beaucoup plus, à la fois par ce rapprochement que tu as avec la communauté, mais à la fois parce que tout ce que tu apprends aujourd'hui sur ce poste-là, parce que c'est comme un step supplémentaire. Exactement. D'occuper le poste de responsable communication digitale, c'est ça? C'est ça, exactement. À la fois sur le côté culturel, parce que c'est la première fois que je me retrouve dans une entreprise comme ça. Donc la culture, forcément, est impactée, où tu travailles avec des Ivoiriens et tu connais leur joie de vivre, ils adorent l'humour, les blagues. Et je travaille avec des Nigérians, tu vois aussi, ils sont différents. Je travaille avec les Caribéens, les Brésiliens que je découvre, les Kenyans que je découvre, qui sont beaucoup plus organisés, structurés, les Sud-Africains aussi, voilà. Donc j'en apprends énormément sur ces cultures-là et sur la façon de travailler avec ses collaborateurs et mes collègues, et aussi, et bien évidemment, le poste de responsable, parce que jusqu'à maintenant, certes, j'ai géré une personne ou un alternant, des choses comme ça, mais j'ai jamais géré 20 personnes. Et là, j'ai 20 personnes de mon équipe. Et c'est pas 20 personnes de mon équipe ici, en France, à Paris, en direct avec moi, mais c'est éparpillé partout. Donc, comment tu accompagnes chacun d'entre eux? Comment tu fais du temps pour chacun d'entre eux? Ils sont pas tous au même niveau professionnel, niveau de maturité, niveau de savoir-faire et d'expertise. Donc, comment tu t'adaptes à leur niveau et à leurs besoins et aussi à leur culture. Donc c'est hyper intéressant. Ah oui, là je vois bien que ça prend beaucoup de dimensions, ça touche beaucoup de dimensions. Et justement, le métier de responsable communication digitale consiste en quoi? Alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans ce métier, parce que aujourd'hui, ce métier c'est vraiment
déjà, travailler sur une stratégie de comment tu vas présenter ta marque, peu importe la marque pour laquelle tu travailles, comment tu vas la présenter sur les réseaux sociaux. Comment elle va se présenter à cette communauté, quels sont les contenus que tu vas faire, donc toute la partie éditoriale stratégie de contenu. Et comment tu vas faire en sorte de créer une communauté de fans autour d'elle pour ensuite les renvoyer à la télé, à la radio, pour qu'ils consomment tes produits. Donc ça, c'est déjà un premier socle de construire l'identité de cette marque sur les réseaux sociaux en utilisant les fonctionnalités, les tactiques du coup digital pour construire cette identité. Et ensuite c'est aussi créer, comme je l'ai dit, énormément de contenu, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux c'est différent de juste faire de la pub à la télé. Il faut vraiment donner une valeur ajoutée à ta communauté. C'est à travers des histoires, c'est comment tu vas présenter les artistes de façon différente, comment tu vas te démarquer de tes compétiteurs. Il y a énormément de médias aujourd'hui qui font énormément de contenu. Du coup, toi, qu'est-ce que tu vas apporter? Et je pense que nous, chez Trace, certes, on a été les leaders sur justement la promotion des cultures afro-urbaines il y a 20 ans, puisque il n'y avait pas de médias avant qui parlaient de ça, de musique de chez nous, on va dire. Oui, et aujourd'hui, ils ont été précurseurs quand même. Ils ont été très précurseurs. Et aujourd'hui, la musique afro, c'est la musique mainstream. Le rap, c'est devenu mainstream. L'afrobeat devient mainstream. L'amapiano devient quelque part mainstream aussi. Et aujourd'hui, quand tu n'es plus le seul à aborder ces sujets-là, il faut trouver le moyen de le faire de façon différente. Et avec des codes, et c'est ce que j'essaie d'instaurer aussi, des codes afro-centrés. Parce que nous, on apprend la communication ici en Europe avec des codes, je trouve, très européennes, etc. Comment tu sors de ce cadre? Comment tu vas rajouter la touche culturelle africaine? Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire pour justement se démarquer. Et donc moi, et j'essaie de vraiment créer cette stratégie. Et après, mes équipes vont déployer cette stratégie, vont vraiment être dans l'opérationnel de créer du contenu, faire des interviews, aller dans des événements, faire la couverture de ces événements. Animer la communauté, répondre à la communauté, faire des rapports statistiques pour regarder comment ça marche, comment ça marche pas. Donc eux, ils sont vraiment plus dans l'opérationnel, et moi je suis plus dans le côté du coup stratégique, même si bien évidemment je les incorpore dedans. Je prends pas de décision toute seule dans ma tour d'ivoire. Ça marche pas comme ça, parce que comme ils sont au plus près de l'opérationnel et de la communauté et des tendances, ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas bien plus que moi, et ils sont aussi experts de leur marché, de leur territoire. Oui. Donc je les intègre parce que moi, des choses que je peux voir qui marchent en France, peut-être ça va pas marcher en Côte d'Ivoire, ça va marcher au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays un peu particulier où là-bas c'est vraiment c'est le Wolof qui prédomine, et il faut s'adapter à ça et être vraiment au plus proche de la culture locale. Donc voilà, c'est s'adapter, et on travaille vraiment main dans la main. Les uns et les autres, en tout cas j'essaye, et voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est très clair. On arrive à bien comprendre effectivement tous les volets de ton poste, mais on voit bien que c'est cette partie stratégie qui prédomine, puisque c'est toi qui donnes les directives, et comme tu dis, tu penses bien intégrer toutes les personnes qui vont ensuite les déployer sur le terrain, et c'est hyper intéressant. Moi j'ai envie de revenir sur justement cet aspect management. Oui. Tu nous dis que tu manages 20 personnes qui sont en plus éparpillées sur toute la Terre, pas sur toute la France, sur toute la Terre. Et en plus, tu dois composer avec les différences culturelles des différentes marques. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc, comment toi, tu arrives à coordonner tout ça et à faire en sorte, effectivement, qu'il y ait cette synergie et à la fois que personne ne se sente lésé, ou en tout cas... que personne ne se sente lésé par rapport à toi, ta manière de manager et à la présence que tu peux avoir auprès d'eux. Comment tu vas les accompagner? Parce que être manager, c'est pas juste voilà tes tâches. Oui, exactement. C'est être là, c'est coordonner, c'est être présent en cas de difficulté. C'est des fois devoir faire aussi des rappels à l'ordre. C'est ça. Et puis demain, s'il y a le moindre pépin, c'est pas eux qu'on ira voir, c'est toi. C'est moi, tout à fait. Voilà, donc j'aimerais bien voir comment toi, tu arrives à porter tout ça. Tout à fait. Et c'est vrai que quand je t'expliquais un peu toutes les dimensions de mon travail, il y a toute cette partie, du coup, formation des équipes, accompagnement des équipes, évaluation
des équipes aussi, qui fait partie de mon job. Et comment j'arrive à gérer tout ça, on va dire que, enfin franchement, je pense que je le fais au fur et à mesure. Oui. Je pense pas que j'ai la réponse ultime. Je suis très à l'écoute, enfin en tout cas j'essaie d'être à l'écoute, de m'adapter et d'avoir beaucoup de diplomatie. Et c'est là où je pense qu'une connaissance de moi-même m'a vachement aidée dans tout ça. Parce que du coup, ça me permet d'avoir peut-être plus d'empathie, de comprendre le parcours des uns et des autres et les difficultés des uns et des autres. Et aussi de ne pas être dans mon ego, de me sentir attaquée. Je pense que je suis dans un management collaboratif. D'accord. Je ne pense pas, en tant que manager de 20 personnes, avoir la réponse ultime à tout. Au contraire, après, parce que j'ai des gens dans mon équipe qui sont très doués, peut-être plus doués que moi. Et du coup, peut-être ça peut faire peur à certains managers qui vont se sentir menacés quelque part. Et c'est là où vraiment ce poste, je pense, m'aide beaucoup dans mon développement personnel aussi quelque part et dans ma confiance en moi et mon estime de moi. Parce que peut-être qu'il y a des choses techniques que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas proche de l'opérationnel. Mais ce que j'apporte, moi, c'est le recul, c'est le côté plus vraiment, je pense, comment on appelle ça ? Tu peux le dire en anglais si ça devient en anglais. C'est le côté, je trouve même pas le mot en anglais. C'est l'intelligence émotionnelle. Voilà. Oui. Parce que l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale, je pense, c'est ce qui m'aide aussi dans ce rôle. Parce que être manager, c'est pas juste savoir techniquement comment faire les choses et apprendre aux autres comment faire les choses, mais c'est développer les autres et pousser les autres à être le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, tu peux le faire que si toi-même, tu essaies d'être le meilleur de toi-même, avec bien sûr beaucoup d'humilité, etc., de compassion pour toi-même. Mais je vois le management, en tout cas, comme je les prépare pour leur next step. Oui. Vraiment, hein, certes, je les prépare et on fait le meilleur qu'on peut chez Trace et on va tout donner chez Trace, mais je sais que les community managers et social media managers de mon équipe ne seront pas dans mon équipe pour toujours. Oui. Mais quelle base je veux leur donner, quelle fondation je veux leur donner, comment je veux qu'ils se sentent. Comme ça, quand ils iront ailleurs, ils vont se rappeler de cette expérience, ils vont se dire, j'ai vécu comme ci, comme ci, comme ça. Parce que même moi, dans mon parcours, j'ai eu des managers qui m'ont vachement marqué, dans le positif comme dans le négatif. Oui. Et du coup, j'essaie de me dire, ok, eux, voilà, comment je veux qu'ils partent, avec quelles armes, avec quels outils je veux qu'ils partent. Et donc, voilà, j'essaye d'avoir ça. On a pas mal de discussions. Certes, on a des formations, on a des réunions, on regarde les chiffres, on regarde ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien. On a aussi des objectifs de chiffre d'affaires sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, il y a la partie monétisation, revenus qu'on peut engranger grâce aux réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'on peut apporter une visibilité soit aux artistes, soit aux marques, et même les plateformes elles-mêmes nous rémunèrent pour les contenus qu'on met. Et donc, il y a des objectifs chiffrés, mais j'essaye aussi d'avoir des réunions à la fois où on peut discuter de comment on se sent, comment ça va. Alors, ça va être du coup des réunions collectives ou plutôt un one-to-one ? Les deux. Je fais les deux. Mon équipe rapprochée ici à Paris, on le fait ensemble, et j'ai des points individuels aussi avec chaque personne. Et on le fait individuellement. Parfois, je prends une personne et je dis, voilà, on est en date. Comment ça va ? Comment ça va ? Parce que c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'entreprise, une entreprise changeante, de réorganisation, où il y a des départs, des arrivées. Donc, c'est essayer de faire en sorte que, en tout cas, dans l'équipe, on se sente dans une bulle, consciente des réalités qui se passent dans l'entreprise et dans le monde, mais où on se sent, on avance ensemble. Cet esprit d'équipe que j'essaie de créer. Donc, il y a cette partie-là on discute de comment ça va. Et il y a l'autre partie aussi on sort la tête de l'eau et j'ai créé des réunions plus créatives où on discute qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, qu'est-ce que fait la concurrence, c'est quoi les mèmes du moment, parce que les réseaux, c'est drôle, c'est fun. La première fois où je manage autant de personnes. Donc, Trace m'a offert une formation de management et leadership qui m'a énormément aidée. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. Et c'était la base de cette formation, c'était de revenir à soi. Oui. Et de sa confiance en soi, son estime de soi. Et comment, du coup, après, tu emmènes les autres et le manager en tant que coach. Oui. Clairement, de ses équipes. Tu vois, un coach sportif où tu pousses les uns et les autres avec beaucoup de bienveillance.
Et dans cette formation, notre formateur disait bienveillance, c'est l'exigence quelque part aussi, mais avec beaucoup de compassion. Oui. Et essayer d'être juste dans tout ça. Donc, ça m'a aussi énormément aidé dans la façon dont j'approche le management, j'approche le leadership et me connaître moi-même. Et je pense que j'ai une approche collaborative, comme je te disais, avec beaucoup de diplomatie. Et avant, je pensais que c'était quelque chose de négatif chez moi parce que par exemple, j'ai été déléguée de la 6e à la 3e. J'ai toujours aimé fédérer les gens, tu vois. Et je m'entendais avec tous les groupes, à la fois les gens qui faisaient n'importe quoi en classe et à la fois les meilleurs élèves. Mais je pensais que c'était quelque chose peut-être de pas très positif, mais aujourd'hui je vois que c'est positif en fait tout ça, et donc ça m'aide dans mon travail. Tu étais bien lancée depuis petite en fait. Hein. Déléguée de classe en général c'est les bons débuts pour après maladie. Non mais c'est top, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis. Et ce qui me rassure dans la formation que tu as faite, c'est que je me dis c'est bien, aujourd'hui, on part sur quand même une autre vision du manager, parce que beaucoup ont eu des managers un peu tyranniques, où c'est moi qui décide et c'est tout. Aujourd'hui, de dire qu'il y a des formations où c'est exactement ce qu'il transmet, ce qui est transmis, c'est justement le côté collaboratif, le côté impliquer tout le monde, et justement de dire que un manager qui va avoir un management sain, c'est un manager qui se connaît bien. C'est ça. Et je me dis, waouh, heureusement, c'est formidable, parce que sinon, on va les perdre en route, la génération qui est là, parce qu'elle va pas du tout accepter le côté manager, je décide de tout, et puis tu fais, et c'est tout. Non, ça marchera pas. Et c'est ça qui crée des fois ce choc des générations, et je trouve qu'en tout cas, ça a existé. Ça a eu peut-être ses bons côtés parce qu'il y avait besoin, on était aussi avant peut-être dans une période de l'industrialisation, tout ça, et ce qui fait que voilà, peut-être que c'était accepté. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et la génération qui est là, et même notre génération, je vais pas dire nos âges, mais on est sur quelque chose où on veut qu'on nous implique dans ce qu'on fait et pas juste fait et tais-toi. Et non, ça a du bon, et c'est incroyable de voir effectivement que tu peux en apprendre énormément tout en manageant et en accompagnant. Et je pense que tes équipes te le rendent bien. J'ai une question par rapport à tes équipes. Ils sont 20, mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de différences d'âge ou tu tournes autour de... Non, je tourne autour de... Après, j'ai des stagiaires qui sont un peu plus jeunes, et des alternants aussi qui ont début vingtaine. Oui. Ou 23, etc. Après, les plus âgés, je dirais, ils sont, 33 max. Donc, ça reste... Ça reste quand même la même génération quelque part. Bon, sauf début vingtaine où, voilà, ils sont un peu différents. Oui. Mais, ouais. C'est quoi, plutôt entre 25 et 30 ? T'en as certains de 20 ans, mais sinon entre 25 et 30. Entre 25 et 30, D'accord. c'est la majorité. Ok, nickel. Dans ton parcours professionnel, Isilda, quel est le meilleur conseil professionnel qu'on a pu te donner ? Waouh, on m'en a donné énormément, ça va être vraiment dur d'en choisir un seul. Il y en a peut-être un qui t'a marqué, qui t'a bien lancé dans quelque chose. Est-ce que je peux en donner 2 ? Allez, vas-y, parce que c'est toi. Merci. Je vais en donner 2 parce que, alors la première, c'est parce que je pense que je vois l'évolution, maintenant que j'y pense, je vois l'évolution dans ma carrière. La première, c'est dans la dernière alternance que j'ai faite, c'était chez L'Oréal. Du coup, c'était une alternance en communication corporate et j'avais 2 managers à l'époque. Une manager qui venait des Philippines et une manager française. Donc à l'époque, c'était dur quand même de gérer 2 managers parce que chacun te donne du taf et il faut apprendre à communiquer avec les 2. Et les 2 avaient des personnalités très différentes. Et en fait, dans cette alternance-là, c'est là où je pense que j'ai compris les règles de ce monde, vraiment. Non, mais vraiment. Parce que ayant vécu en banlieue parisienne, la Courneuve 93, après j'ai fait, certes, mes études à Neuilly-sur-Seine, mais quand même, et ayant été élevée par ma sœur qui est femme de ménage, mes 2 sœurs sont femmes de ménage, c'était ça, mes modèles et mon cadre. Et quand j'arrive dans ce job, je donne tout. Je suis là à 7h, je finis à 22h, je donne tout et je me dis que je vais décrocher mon CDI en fait, tu vois, parce que c'est les codes qu'on m'a dit, travaille dur et tu seras récompensé. Mes sœurs, elles travaillent dur, tu vois, donc elles disent oui à tout, elles sont là, elles y vont. Moi je me suis dit je vais reproduire les mêmes codes.
Donc, à la fin, quand je n'ai pas été prise pour le CDI, ça a été vraiment, je pense, un wake-up call, comme on dit en anglais, en mode, ah ouais, les codes qu'on m'a donnés, les clés qu'on m'a données ne fonctionnent pas. Et je pense pendant un moment, j'étais énervée contre moi-même, énervée contre ma famille, en mode, mais pourquoi j'ai pas les bonnes clés? Personne m'a dit que dans le monde corporate, ça ne se passait pas comme ça. C'est pas ceux qui travaillent le plus qui sont récompensés, c'est pas ça du tout. Surtout dans une boîte comme L'Oréal, où t'as beaucoup quand même de politique interne, il faut faire des déj avec machin, pour avoir pour connaître des gens. Les jeux de pouvoir aussi. Les jeux de pouvoir, le networking, tout ça, on m'avait jamais appris. Et en fait, j'avais eu le point avec ma boss, celle qui venait des Philippines et qui était très cool d'ailleurs. Et elle m'a dit, et moi en fait, j'étais en mode, mais j'ai tout donné en fait. Oui. J'ai tout fait. Après, elle m'a dit, mais Isilda, c'est quoi la pierre que t'as laissée? Qu'est-ce que t'as, c'est quoi? En fait, moi, j'étais vraiment très dans l'opérationnel. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Mais je n'ai pas pensé à laisser quelque chose, à construire quelque chose où les autres alternants allaient venir dire, ah, mais ça, c'est Isilda qui l'a fait. Elle a changé un process, elle a mis en place un truc. Parce que moi, j'étais déterminée à faire tout ce qu'on me demande, tu vois. Oui. Et je lui ai dit, mais j'ai pas eu le temps. Et elle m'a dit, le temps, ça se prend. Et là, en fait, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle, et je me rappelle de cette conversation, je me rappelle où est-ce qu'on était. Ça m'a vraiment marqué et je me suis dit, plus jamais je vais me laisser dans la tourmente de l'opérationnel et pas assez prendre du recul pour avancer et faire quelque chose pour moi. C'est même pas pour l'entreprise, mais c'est pour moi. Et même quand je vais en entretien, c'est dire, moi j'ai changé ça en fait. Moi j'ai apporté cette pierre-là. Parce que dans l'opérationnel, tout le monde fait ça en fait. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes en plus? Mais si tu prends pas le temps de le faire, personne va venir et le faire à ta place ou t'encourager. C'est pas tous les managers qui vont t'encourager à faire ça. Et donc vraiment, ça a été un conseil qui m'a vraiment... Le temps, ça se prend. Le temps, ça se prend. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est là, il n'y a pas longtemps, où justement c'était notre formateur, qui est excellent d'ailleurs, où lui, il m'avait demandé, parce que je lui parlais, je me plaignais de tout ce qui n'allait pas dans l'entreprise, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Il m'a demandé, c'est quoi ton bénéfice futur? Bénéfice futur, c'est mon état futur désiré. Où est-ce que je veux aller? C'est quoi ma vision? Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que quand tu sais c'est quoi la vision, où est-ce que tu veux aller, tu ne te laisses pas distraire par la tourmente de tout ce qui se passe et tout ce qui va mal, parce qu'il y aura toujours des choses qui vont mal aller. Les secousses, les turbulences. Exactement. Les rumeurs, les départs. Voilà. Après, il faut être réaliste, il faut regarder tout ça, il faut le voir, mais il ne faut pas se laisser dans la tourmente de ça, parce que si tu as un objectif clair et tu sais pourquoi tu es là. Oui. Où est-ce que tu vas aller? Tu vas pas te laisser distraire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment où je sais ce que je veux. Je sais que je veux apprendre énormément. Je veux devenir une meilleure manager. Je veux apprendre mon style de management et de leadership. Et je veux ma liberté financière. Je veux avoir du capital pour investir ici, investir dans mon petit pays. Et ça, je ne peux pas le faire si je n'ai pas les idées claires et je n'ai pas une vision claire sur ce que je veux. Et du coup, malgré les tourmentes, malgré les changements, où est-ce que je veux, où est-ce que je me vois dans quelques années, tu vois. Donc, ça me permet de garder le cap. Et toute cette année, c'est vraiment ce que j'ai dit à mon équipe. Focus, focus, focus. C'est quoi le cap? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on veut aller? Et c'est où est-ce que toi, peut-être t'es alternante ou toi, social media manager, où est-ce que tu te vois? Et même, je dis pas où est-ce que tu te vois pour peut-être avoir du courage et rester là. C'est peut-être te dire, au final, ce n'est pas aligné avec ce que je veux, je pars. Et c'est très bien aussi, tu vois. Mais c'est juste être clair sur tes objectifs pour être intentionnel dans tout ce que tu fais et pas subir tout ce qui se passe, en fait. Donc voilà, les deux conseils qui m'ont marqué. Super. Et ben écoute, moi-même je prends des notes. Le temps, ça se prend. Et bénéfice futur. Bénéfice futur. C'est quoi ton bénéfice futur? Super. Et ben, je trouve qu'effectivement, ça valait le coup de donner les deux conseils. Ça valait le coup. Moi, je suis curieuse de savoir le meilleur conseil que tu aies pu donner là. En plus, je me dis en tant que manager, après ça peut être aussi dans le cadre personnel que tu as dû dire à un ami, à une cousine, à un parent. Quel est le meilleur conseil que tu as pu donner selon toi, où tu sens que ça a pu apporter ou ça éclaircit la vision de la personne?
Est-ce que tu en as un en tête? Peut-être que j'en ai un. Après, bon, je pense que c'est la personne de dire si c'était le meilleur conseil ou pas pour elle. Mais en tout cas, moi, ça m'a vachement aidée. Donc, j'essaie de le dire aux autres aussi. C'est justement, parfois, dans notre job, dans nos rôles, on regarde beaucoup l'autre et on dit beaucoup la direction, il faut qu'il fasse ci, la direction, il faut qu'il fasse ça. Et je l'ai été énormément dans mon job chez Deezer. Et c'est là où je pense que j'ai compris aussi. Pendant longtemps, j'étais beaucoup dans la critique de ma manager parce que je la trouvais pas compétente comme moi, j'aurais aimé qu'elle soit dans beaucoup de choses. Du coup, j'ai passé du temps à dire mais il faudrait qu'elle soit comme ci, il faudrait qu'elle soit comme ça, ou même la direction, pourquoi ils ne prennent pas cette décision, pourquoi ils ne voient pas ci, mais c'est simple, il faut investir là ou c'est simple, il faut faire ça, les employés ils demandent ça. En fait, et on perd du temps parce que ça, c'est hors de ma portée. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est moi, dans mon périmètre à moi. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et tout ce que je demande à l'entreprise, moi, je peux le faire, en fait. Si je demande plus de team building, si je demande plus de cohésion d'équipe, pourquoi moi, je ne le fais pas dans mon équipe? Certes, ce n'est pas toute la boîte, mais c'est dans mon équipe. Et du coup, le faire... Parce qu'on a souvent, on a énormément d'attentes sur les autres, mais on ne contrôle pas les autres. Alors que nous, on peut nous contrôler nous-mêmes. Et surtout, parfois, les attentes qu'on a sur les autres, on les reproduit aussi. Ou on est tellement focus sur eux, ils font pas ci, ils font pas ça. Nous-mêmes, on ne le fait pas. Et donc, on reproduit la même chose. Donc, voilà, mon conseil à cette personne et à moi-même, à plusieurs personnes, c'était, toi, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Ramène à chaque fois à toi, à ton périmètre. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Parce que les autres, tu ne peux pas les contrôler et peut-être ils n'ont même pas la capacité de voir ce que tu vois. Donc, c'est pas une perte. Et toi, tu te sens vraiment hyper fière et quelque part, et ça, c'est un autre truc de mon formateur. Il va dire, je lui fais de la pub. Moi, je lui fasse de la pub. Il dit, tu fais les 100% de tes 50%. Il dit que dans une relation est construite 100%. Nadine, toi, tu as 50 et moi, j'ai 50. Moi, je vais faire les 100% de mes 50, Nadine. Je ne peux pas aller dans tes 50%. Donc, mais tant que je fais ma part, je suis en paix et je suis bien. Donc, c'est ça, en fait. Super. Très bien. Eh ben, on en a beaucoup appris sur le métier de responsable com digital, sur tout ce que tu as pu vivre effectivement dans ce parcours. Et on sent qu'effectivement, ces rencontres, ces échanges, ton poste de manager, ça t'a beaucoup nourri. Et c'est en ça formidable. J'ai envie de te dire, continue. Merci. Continue. Je crois qu'il y a une autre initiative aussi qui t'a beaucoup nourri ces dernières années. Si je te dis Nos Créoles. Ouais, c'est vrai, mon petit bébé. Et oui. Qui va avoir 6 ans l'année prochaine. Trop bien. Je t'inviterai à la soirée, bien sûr. Oui, on veut être là. Nos Créoles, qui est plein de choses, représente beaucoup de choses pour moi. Nos Créoles, alors comment l'expliquer aux autres qui ne connaissent pas? On va dire que c'est une plateforme où je fais la promotion des Cap-Verdiens et du Cap-Vert. Je veux donner une représentation large et variée de tout ce que font les Cap-Verdiens, les initiatives, les bonnes choses et le Cap-Vert à travers sa culture, etc. Donc je dirais que c'est ça, en résumé, Nos Créoles. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai un site internet qui est un blog, il faudrait que je le reprenne. C'est pas facile quand tu manages 20 personnes de toujours être au taquet sur tout. Tu m'étonnes. Mais voilà, je me donne beaucoup de compassion quand même, je fais au max, je fais ce que je peux. Un blog, Nos Créoles, qui s'appelle creoles.com, et vous pouvez nous retrouver sur Instagram @nosecreoles et sur Facebook aussi. Et on vient de lancer TikTok avec Nelida Mendes qui m'accompagne et m'aide sur justement tout ce projet, la création de contenu, l'animation de cette communauté et tout ce qu'on peut faire, quoi. D'où est venue cette initiative de faire Nos Créoles? Alors, c'était il y a 6 ans, les réseaux sociaux étaient là, etc. Et en fait, à l'époque, je commençais à me plaindre. Ah, ça a commencé comme ça. Voilà, j'ai commencé à me plaindre parce que ce que je voyais sur les réseaux, sur Instagram ou Facebook, c'était des pages... en tout cas, les pages, il y avait des pages sur le Cap-Vert, donc très bien, le paysage, la culture et tout. Et les pages sur les personnes étaient très dirigées sur le physique des personnes, le physique des femmes. Les Cap-Verdiennes sont très belles, je ne le cache pas. Mais c'était que sur ça et je trouve dommage de nous
mettre que sur ce créneau-là, quoi. De nous réduire à ça. Des belles femmes, voilà, surtout sur le physique, et aussi c'était les mêmes personnes qui étaient représentées, donc des femmes plutôt claires de peau avec des cheveux longs. Et je me suis dit, le Cap-Vert, c'est pas que ça. Moi, je viens du Nil où il y a de toutes les couleurs. Il y a des femmes très très foncées, il y a des femmes très très claires, il y a des femmes plus âgées, il y a des femmes plus jeunes. Et nous toutes, on a énormément de choses à raconter, énormément de valeurs et de projets qu'on mène. Et je voulais du coup montrer une autre facette des Cap-Verdiennes à travers leurs histoires, à travers leurs projets, à travers leurs métiers. J'ai fait plusieurs portraits, dont toi, Nadine, t'as accepté à l'époque d'être criolla da Simane. Merci encore, hein, vraiment. Et de pouvoir montrer une représentation comme ça, la jeune génération va se dire « Ah, il y a une criolle qui est... biologiste marine. Ah, il y a une créole qui est avocate ou même montrer ne serait-ce que les histoires de nos mamans, de nos tantes qui sont femmes de ménage. Ce sont des femmes incroyables et on les voit nulle part. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Du coup, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette page pour mettre en avant ces parcours, ces histoires et leur rendre hommage à ces femmes parce que si elles n'étaient pas là, moi, je serais pas là. Et je pense qu'à travers elles, je voulais aussi un peu plus me connaître moi. Et parce que je pense qu'on est toutes liées. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette page. Eh bien, formidable. Bravo à toi. Merci. Parce que tu t'incarnes super bien le fait de « Ok, ça n'existe pas. Ah bah, je vais le faire. » Et il faut oser le faire. Hein. Merci. Il faut oser le faire. Et après l'avoir fait, il faut l'alimenter. C'est ça. Et faut c'est le faire vivre. Plus dur. Ouais. Enfin, c'est ça le plus dur. Parce qu'au début, t'es animé, t'es passionné. T'es là, tu veux y aller. T'as plein d'idées. Et c'est sur la durée, comment tu tiens. Comment tu tiens malgré la vie qui change, les objectifs qui changent, les carrières, etc. Et après, moi, je pense que dès le départ aussi, et ce qui m'a aidé à aller au-delà de la peur, c'est que j'ai compris que c'était plus grand que moi. En fait, ce projet, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis juste un petit pion qui aide tout ça à exister, mais ça n'a rien à voir avec moi. Donc, ça m'aide à me dire, ok, du coup, à aller au-delà de ma timidité, au-delà de mes peurs, et même à continuer dans la durée. Je le vois vraiment comme un marathon. Pour moi, nos écriolas dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, ça va changer bien sûr, mais ça va exister, j'espère, et je vais continuer en tout cas à donner mon max. Mais voilà, c'est plus grand que nous. Et même ce podcast, Nadine, c'est plus grand que toi. Parce que les messages que tu vas transmettre ici, ça va toucher des gens à travers le monde. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, continue. Vas-y. Ça va être génial. J'ai eu ma petite seconde encouragement. Je suis bien. Merci en tout cas pour cette bonne vibe. J'en suis sûre qu'effectivement, ça va continuer encore pendant des années, nos écrivains. C'est une superbe initiative. Moi, personnellement, je sais que ça m'apporte en tant que Cap-Verdienne, puisque j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert plein de monde. Je savais pas qu'effectivement, il y avait autant de Cap-Verdiens et Cap-Verdiennes, parce qu'il y a aussi des Cap-Verdiens qu'on découvre sur ta page, qui occupent l'espace, que ce soit culturel, scientifique, juridique, voilà, on n'imagine pas, et on sort de ce truc, les Cap-Verdiens, c'est juste des bagarreurs ou des gens qui font la fête. Et non. Exactement, Donc pour ça, merci. Et moi, personnellement, effectivement, je trouve que ça m'apporte. À ton avis, qu'est-ce que ça apporte à la communauté capverdienne? Les femmes capverdiennes et la communauté capverdienne en général m'inspirent énormément parce qu'on est un peuple bosseur, on a des grands rêves, on y va, on y croit et ça m'aide vraiment, ça me motive énormément. Et dans mon parcours scolaire où j'ai été souvent dans des classes où j'étais la seule noire, j'étais la minorité, maintenant d'avoir une communauté où je me reconnais, je me vois, ça m'aide énormément. Qu'est-ce que ça apporte? Je pense déjà une connexion entre les uns et les autres. J'espère une solidarité entre nous. La solidarité féminine, c'est quelque chose qui m'importe énormément. On est dans un monde où on essaye de nous diviser par tous les moyens. Donc pour moi, c'est très très important en fait, quand tu gagnes, je gagne. Et voilà, après, je dis ça, c'est simple, mais même moi, après, je suis humaine. Parfois, ça m'arrive d'être jalouse, de dire, mais quand ça pique, du coup, je me dis, pourquoi ça me pique? Elle fait quelque chose que j'ai envie de faire, donc moi aussi, je vais le faire, tu vois. Et elle me montre que c'est possible, tu vois. Donc, voilà, la solidarité, déjà, entre notre communauté, entre nous, les femmes, parce qu'on a besoin d'être ensemble pour pouvoir y arriver. Et je pense aussi la valorisation de nous-mêmes et de notre culture. Parce que je pense que pendant longtemps, le Cap-Vert, on s'est vu et on se voit à travers les yeux des Européens, à travers les yeux des Portugais.
Et pendant longtemps, je pense qu'on n'a pas vu la valeur de notre petit pays qui est parfois rousseau, tu vois, il n'y a pas beaucoup de verdure, mais même dans ça, moi je vois beaucoup de beauté. Aujourd'hui, je vois le Cap-Vert, mais de façon différente. Quand je vais à la campagne, voir mes tantes, etc., et que je vois les petites maisons de campagne, les petites fenêtres, les couleurs, tu vois, les rideaux, les courtines, les petites assiettes, je trouve ça magnifique. Tout ça, en fait, me plaît énormément, et même les traditions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce que nos écrivains apportent, c'est les choses simples. Nous, avec Nélida, on adore montrer les petites choses simples, raconter les petites choses simples. Et on a beaucoup de gens qui nous suivent depuis la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en Europe aussi. Et à chaque fois dans les commentaires, c'est « Ah, ça me rappelle ma grand-mère. Ah, quand moi j'étais petite, nanana. » Donc c'est cette connexion-là avec le Cap-Vert, cette nostalgie qu'on a et cet amour qu'on a pour notre petit pays, et aussi pour nous-mêmes, et tout ce qu'on arrive à faire d'incroyable malgré les peu de ressources qu'on a et les peu de richesses financières qu'on a, on arrive à faire des choses incroyables. Donc j'espère que c'est ça, Super. J'imagine que c'est le cas, et effectivement quand tu parles de nostalgie, quand tu parles de tout ce qui est très spécifique au Cap-Vert, c'est de l'authenticité finalement. C'est ça, de pouvoir à ramener aux yeux de tout le monde cette authenticité qui existe au Cap-Vert, et c'est assez frappant. Merci. C'est super. On arrive bientôt à la fin du podcast. Déjà ? Oui, t'as vu, ça passe vite. Ça passe vite. Et oui. J'ai 2 dernières questions à te poser. D'accord. On est sur le podcast Dose d'Inspi. Du coup, j'aimerais te demander, c'est quoi ta dose d'inspi qui te ressource et t'inspire au quotidien ? C'est une très bonne question. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui m'inspirent au quotidien. J'aurais du mal à choisir une seule chose, mais ça peut vraiment être tout, tu vois. Là aujourd'hui, je pense que ma dose d'inspi, ça a été cette conversation avec toi. D'accord. Je vais repartir et je vais rentrer, je vais faire un sur nos écrits là. Mais ma dose d'inspi, je pense déjà ce qu'on fait avec nos écrits là, ça m'inspire, ça me motive. Après, j'écoute beaucoup de podcasts par-ci par-là. Il y a une fille que je suis sur, une dame que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Mylik. Elle est fondatrice d'un produit qui s'appelle Curlbox. En fait, tu t'inscris tous les mois et tu reçois des produits pour les cheveux. Oui. Et cette fille, elle est partie de rien, vraiment de rien du tout. Famille afro-américaine, etc. Et elle a une force de travail incroyable. Elle a ce mindset marathon. Elle dit souvent, je ne suis pas la meilleure, je ne suis peut-être pas la meilleure, mais je suis la plus endurante. Je vais rester sur le tapis de course jusqu'à la fin. Et ça motive énormément pour moi, pour ma carrière, pour ma vie perso, mais aussi pour nos écrivains. Et c'est une fille, elle a un podcast aussi qui est hyper intéressant. Et elle parle dans ce podcast de son parcours aussi professionnel. Elle donne énormément de conseils. Maintenant, elle ne le fait plus trop. Elle a plus de 40 ans, elle a eu 2 bébés assez tardivement. Et c'est vraiment dans son parcours de femme, et aujourd'hui, tout ce qu'elle a pu avoir. Et se donner le droit aussi d'avoir une vie de famille, se donner le droit d'avoir la maison de tes rêves, de se donner le droit d'avoir la vie luxueuse que tu mérites. C'est un peu la question bonus que j'ai posée à tous les invités. Et donc, j'aimerais savoir, c'est quoi la musique qui t'inspire ? Ça peut être une chanson précise, ça peut être un artiste. Oh là là, il y en a tellement. Moi, j'écoute énormément de choses. J'écoute beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, la musique... c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Alors que je réfléchisse, en ce moment, j'écoute beaucoup un artiste ghanéen que j'adore et que j'ai eu la chance de rencontrer. Ah, trop bien. Le mois dernier, il s'appelle King Promise. Ah oui. Il a une voix incroyable, il est top. J'aime beaucoup ses chansons, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc lui... C'est ton inspiration du moment, du coup. Voilà, c'est mon inspiration du moment. En plus, on a fait une session live avec lui et j'étais hyper contente parce que cette session live, au début, c'était juste une discussion comme ça. Comme moi et toi, on est assises avec l'équipe. On a dit, il y a King Promise qui vient. Souvent, on s'assoit, on regarde qui fait des concerts et qui vient. Et là, on a dit, pour chaque artiste, on doit trouver des idées. Et lui, on a dit, pourquoi on fait pas une session live acoustique avec lui ? Et après, on l'a matérialisé, on l'a réalisé. Et c'était juste incroyable pour moi, d'une idée qui est devenue réalité. Donc, super. Voilà. Nickel. Et on en a pris plein aujourd'hui. Et c'est
C'est formidable. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu du podcast et d'avoir été là pour cette interview. Merci pour tous ces confidences aussi, hein, parce qu'on voit un peu à l'intérieur de ta vie, et, on en apprend plein, mais surtout, on a pu comprendre toute la dimension du poste que tu occupes aujourd'hui. On a pu aussi découvrir un peu les coulisses de Nose et Créole, et ça, c'est une chance. Merci beaucoup. Et en plus, je sais c'est quoi la musique qui t'inspire, donc c'est top. Merci beaucoup Isilda, merci pour ton intervention et j'ai envie de te dire à bientôt. Merci à toi encore, merci pour l'invitation, pour cet accueil, conversation hyper inspirante, vraiment je me sens trop bien, je t'ai dit je suis motivée pour la journée, le mois là, c'est fait. Merci encore Nadine et bravo pour cette initiative, vraiment. Merci beaucoup, je te dis à bientôt Isilda. À bientôt. Ciao. Ciao.